Et en fait, Parcoursup met fin au rêve de notre jeunesse. Donc du coup, pour nous, c'est pas possible. Donc on se bat pour supprimer Parcoursup. J'ai fait quelques manifestations effectivement à ce moment-là. Je me suis engagée pour aller sur la flottille pour essayer de briser le blocus à Gaza. Quand l'histoire leur a dit, mais en fait, votre mère, elle était un peu aux commandes, elle était députée, mais qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce premier épisode de notre série Mieux comprendre la vie publique française. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'être reçus ici à l'Assemblée nationale pour interviewer Farida Amrani, députée de la première circonscription de l'Essonne. Bonjour Madame la députée, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci et bienvenue à l'Assemblée nationale. Merci à vous. Eh bien, nous allons commencer cet entretien dans la joie et la bonne humeur en remontant quelque peu dans le temps avec une question sur votre parcours du lycée. Ainsi, parlez-nous de votre parcours. Ah, déjà, on va remonter longtemps dans le temps, j'ai l'impression pour moi. Waouh, le lycée, ça remonte à très loin pour moi. Moi, j'étais au lycée de Savigny-sur-Orge. J'étais une élève studieuse, avec plein d'idées. J'étais pas investie comme beaucoup de jeunes aujourd'hui dans le cadre d'un syndicat, etc. Par contre, nous, on avait organisé, puisqu'on avait un lycée professionnel pas loin de notre lycée, et où on avait des jeunes qui faisaient de la mécanique. Et on avait monté une entreprise à but non lucratif déjà, ça s'appelait Tecodim. Comme quoi, je m'en souviens encore. On était plusieurs à gérer ça. Et en fait, les jeunes avaient besoin d'avoir des sujets, comme on dit ça, des sujets, donc des véhicules à réparer. Et nous, on allait voir les enseignants, des lycéens aussi qui avaient un véhicule. À cette époque-là, il n'y en a pas beaucoup, mais qui avaient la chance d'avoir un véhicule. Et pour des petites réparations pas très chères, parce qu'on ne coûtait que la main-d'œuvre. En fait, on avait créé cette petite entreprise comme ça, à but non lucratif. Et puis, avec l'argent qu'on gagnait, on faisait des sorties, des voyages, des événements au lycée. Donc voilà un petit peu ce que je me souviens moi de mon lycée. Je faisais aussi les manifs quand il fallait, parce que déjà à mon époque, il y avait la loi contre ce que proposait M. Balladur de mémoire, et on n'était pas d'accord justement. Déjà, on voulait déjà modifier un peu le lycée et qu'on s'oriente tout de suite vers un métier. Alors nous, on n'était pas d'accord, on voulait plutôt continuer les études. Et donc voilà, j'ai fait quelques manifestations effectivement à ce moment-là. Merci beaucoup. Est-ce que vous étiez l'élève du type délégué de classe, élu du CVL? Alors, j'ai été déléguée de classe une bonne partie de la primaire. Au lycée, je ne l'ai pas forcément. Je l'étais par défaut pratiquement, puisque tout le monde me disait, vas-y, puisque chaque fois, toi, tu défends les autres, même si les délégués étaient là. Je disais, mais non, il faut plutôt dire ça, vous imaginez. Voilà. Donc, du coup, on me disait, écoutez, vas-y, tu es toujours là en train de nous dire ce qu'il faut faire, il faut y aller. Oui, j'étais représentante de la classe. D'accord. Quelle profession avez-vous exercé à l'issue de vos études? Alors, à l'issue de mes études, je vais travailler au syndicat des transports d'Île-de-France, puisque j'ai eu un BTS, logistique, distribution, transport de personnes. Je m'étais orientée dans le cadre des transports de personnes, et là, mon premier emploi a été au syndicat des transports d'Île-de-France, qui est aujourd'hui l'équivalent un peu d'Île-de-France Mobilité. On devait gérer les bus, notamment par département, et moi, mon département, c'était l'Essonne. Une des premières missions que j'avais, c'était de passer les lignes de bus scolaires en ligne régulière. À un moment donné, on avait privilégié les lignes régulières, donc c'était à ce moment-là. Voilà, et ensuite, je suis devenue fonctionnaire territorial, j'ai passé des concours, dans une agglo. Aujourd'hui, je suis députée, mais je suis aussi agent territorial. D'accord. Et quand avez-vous fait le choix de vous engager politiquement et pourquoi? Alors, j'ai fait le choix de m'engager en 2013, puisque j'ai une vie, donc je suis fonctionnaire territorial, j'ai une vie de famille, je me marie, j'ai des enfants, d'ailleurs j'en ai 3. Je suis parent d'élève, donc après être déléguée, là je me retrouve parent d'élève depuis la première rentrée à l'école maternelle. La réforme des rythmes scolaires arrive, je sais pas, vous êtes, je pense, trop jeune pour l'avoir connue, vous l'avez un peu connue, la réforme des rythmes scolaires, où on chamboule tout en primaire, on dit qu'on n'a plus d'école le samedi, plus d'école le mercredi, sur 4 jours, 5 jours, vous vous souvenez de ça? Puis avoir des temps culturels, des sportifs, etc. C'était ça avant. Et moi, j'étais pas d'accord sur ce que voulait mettre en place la commune où j'habite, la commune d'Évry-Courcouronnes. Donc, réunion de parents d'élèves, on monte un peu tout ça en mayonnaise, parce que je suis aussi syndicaliste. Donc, je m'engage dans l'emploi où je suis en tant que territorial, je m'engage en tant que syndicaliste. Je prends la parole en disant non, c'est pas possible, on n'est pas d'accord avec ce qui nous est proposé aujourd'hui pour nos enfants. Le maire de l'époque m'a rétoqué en réunion avec les parents d'élèves. Si vous n'êtes pas contente, Madame Amrani, vous avez qu'à monter une liste aux prochaines élections municipales qui arrivent avec vos parents d'élèves. Et voilà comment je me suis engagée en politique. Effectivement, en 2014, c'était les élections municipales. Et oui, je m'engage. Et oui, je suis tête de liste avec des parents d'élèves. On fait 16%, ce qui est énorme pour quelqu'un d'inconnu dans le monde politique. Et c'était mon premier engagement politique. Ensuite, on fait 20%. Et c'est comme ça que je rentre au conseil municipal dans l'opposition à la ville d'Évry-Courcouronnes.
Donc c'est mon premier engagement politique. Comme quoi, des fois, le mépris, voilà où ça mène. Est-ce que vous étiez devenue députée tout de suite? Ah non, pas du tout. Donc mon premier engagement politique, c'est 2014. Je suis dans l'opposition, donc je rentre au conseil municipal dans l'opposition. Je ne me voyais pas faire de la politique au niveau national, mais au fur et à mesure de l'avancement des années, je me suis dit, bon, allez, 2017, voilà, ça m'a poussé 2017 à me présenter. 2022, je deviens députée, donc parce que j'ai voulu changer les choses en disant, bah voilà, on a une continuité, un enchaînement. Mais oui, ça fait seulement quelques années que je fais de la politique, 12, 13 ans, quoi, pas plus. C'est déjà pas mal. C'est long mais court. Dans le temps politique, c'est court. Dans votre temps, c'est long, mais dans le temps politique, c'est court. Merci. Voilà. Alors là, on va plus se baser sur les missions et les quotidiens d'une députée ou d'un député. Quelles sont les missions d'un député, son rôle? Alors, son rôle premier, c'est d'écrire les textes de loi, de faire la loi et de contrôler le gouvernement, en fait, de contrôler ce que fait le gouvernement. On a ce pouvoir de contrôle, donc on fait des lois. Aujourd'hui, on a écrit quand même quelques textes de loi. On amende aussi les lois, c'est-à-dire que quand on a le projet de loi, on peut le modifier en déposant des amendements. Chaque député a le droit d'amender, c'est un droit qu'il a d'amender. Donc, on peut déposer des amendements de suppression, des amendements pour requalifier vraiment des mots, etc. Donc voilà, ça c'est parce qu'on pense à la loi qui va s'appliquer en fait à l'ensemble des Français et au-delà des Français, des citoyens qui habitent sur notre territoire, que ce soit le territoire métropole ou les Outre-mer. Donc ça aussi, des fois, voilà, il faut ajuster puisque les problématiques ne sont pas les mêmes. D'accord. Pourriez-vous nous rappeler à nos téléspectateurs, très brièvement, comment sont élus les députés? Alors, les députés, pour l'instant, à ce jour, sont élus sur un suffrage à 2 tours, donc un suffrage sur la tête, ce qu'on appelle, c'est pas un scrutin libre, c'est un scrutin direct, donc on se présente, il y a un titulaire et un suppléant, toujours, et en fait, le premier tour, il faut faire, pour pouvoir se maintenir au second tour, il faut faire 12,5% des inscrits et pas des votants. Donc c'est plus dur parce qu'il faut mobiliser plus pour se maintenir au second tour. Et du coup, est-ce qu'on peut considérer que la fonction de député, on peut la considérer comme un métier? Est-ce qu'il existe une filière, des études pour devenir député? C'est un mandat, c'est pas un métier. Tout ce qui est politique aujourd'hui, ce n'est pas un métier, c'est un mandat. Moi je représente les habitants de ma première circonscription. La première circonscription, ça représente 5 villes: Évry-Courcouronnes, Corbeil-Essonnes, Lys, Villabé, Bondoufle. Je représente tous ces habitants qui ont voté ou pas pour moi. Je représente le peuple quelque part quand je suis à l'Assemblée nationale. Donc pour moi, ce n'est pas un métier. Des études spécifiques, justement, comme on veut que le peuple rentre à l'Assemblée nationale, il faut que l'Assemblée nationale ressemble au peuple. Et donc, normalement, il ne devrait pas avoir d'études spécifiques. Pour moi, la seule étude qui est valable, c'est l'étude de la vie, c'est ce qu'on vit, c'est ça qui doit être représenté à l'Assemblée nationale. Ok. Et du coup, comment se déroule une journée type à l'Assemblée nationale? Une journée type, avant le budget, après le budget, parce que tout dépend ce que vous appelez une journée type. Faites les deux. Voilà, alors une journée type, en règle générale, on est à l'Assemblée nationale sur la semaine, je vais vous décrire la semaine. Lundi, on commence en règle générale dans l'hémicycle en séance à 16h, donc il faut être là autour de 15h pour pouvoir travailler en séance. Quand on n'est pas en parallèle en commission, puisque chaque député siège dans une commission. Il y a 8 commissions à l'Assemblée nationale. Les commissions préparent, en fait, c'est une chambre où on prépare avant ce qui va arriver dans l'hémicycle. Le texte de loi qui va arriver dans l'hémicycle, il passe avant dans les commissions pour voir un petit peu comment ça va être voté, voilà, est-ce que tel amendement, il y a plus de chances de passer, est-ce que la loi a la chance d'être votée ou pas. Et en fait, il y a un travail préalable qui est fait dans les commissions et ensuite, il arrive en séance. Le mardi, on siège de 16h à 20h, ensuite de 21h30 à minuit. Le matin, la plupart du temps, c'est la réunion de tous les partis politiques. En fait, chaque groupe politique a sa réunion. Donc, c'est le travail qu'on fait entre collègues parlementaires de notre groupe, de chaque groupe. Et l'après-midi, nous avons les questions au gouvernement, c'est-à-dire c'est les questions qu'on pose aux ministres qui sont là à partir de 15h. Ça dure à peu près 1h45. Et ensuite, on reprend la séance avec le texte qui arrive. Pareil, le mardi jusqu'à 20h et ensuite de 21h30 jusqu'à minuit. Ça, c'est un peu les horaires qu'on a tout le temps. Et encore minuit, quand on ne dépasse pas, puisque des fois, on est amené aussi à dépasser pour terminer le texte de loi. Et le mercredi, nous siégeons en commission, que nous avons une obligation de siéger en commission le mercredi matin. Et ensuite, voilà, on a en fait le temps qu'on passe à l'Assemblée nationale, c'est beaucoup dans l'hémicycle et dans les commissions. Ou bien quand on est en commission, parce qu'on fait aussi des commissions d'enquête et de contrôle, et ben là, c'est soit on est en audition, donc on fait venir des gens pour les auditionner, pour écrire nos textes de loi, parce qu'on a aussi besoin de parler à des professionnels, à des entreprises, chefs d'entreprise, etc., pour comprendre quel est l'impact du texte de loi qu'on va écrire ou de l'amendement qu'on va déposer. Donc on passe aussi beaucoup de temps dans ce qu'on appelle les auditions. Et donc quel a été le moment le plus marquant de votre carrière politique? Je me suis engagée pour aller sur la flottille, pour essayer de briser le blocus à Gaza. C'était récent, du coup. Oui, c'est récent et c'est quelque chose qui reste en moi parce que du coup, c'était une expérience pour moi importante. C'était important de le faire, qui me tenait à cœur. On arrive aujourd'hui à une période où j'ai une écharpe. Je représente une circonscription, je suis l'élu, je
fais partie des 577 députés et je me dis, aujourd'hui, il y a quand même, pour moi, après les autres ne veulent pas l'utiliser, mais moi j'utilise le mot génocide, il y a un génocide qui se passe à Gaza. Pour moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire à mes enfants demain, après, et mes petits-enfants, quand l'histoire leur a dit, mais en fait, votre mère, elle était un peu aux commandes, elle était députée, mais qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? Et donc, pour moi, c'était aussi un engagement dans ce sens-là, pour dire, il faut essayer de faire les choses, il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on doit. Donc nous allons passer à tout ce qui est actualité. Que pensez-vous de la situation politique actuelle? Elle est un peu chaotique, je pense. Vous avez dû le voir, elle est un peu chaotique. En fait, on voit bien que quand on n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, on sait qu'aujourd'hui, on représente ce qui se passe aussi dans la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autour de vous, il y a des gens qui sont d'accord, pas d'accord sur plein de sujets, ça discute, ça communique. On n'est pas d'accord sur plein de sujets et à l'Assemblée nationale, on doit faire en sorte d'arriver sur quelque chose parce que les Français attendent un budget. Et nous, on a été élus sur un mandat. En fait, on ne dérogera pas de notre mandat. C'est-à-dire qu'on a un programme. Notre programme, il dit ça, il dit pas autre chose. Et aujourd'hui, ce que le gouvernement nous propose, on n'est pas d'accord avec. Le budget, c'est pas notre budget. En fait, il n'a rien. Notre programme ne tiendra pas avec ce budget-là. Donc, et comme on est en opposition, on vote également contre ce budget. Parce qu'on sait qu'il va aussi engendrer beaucoup de problèmes aux gens dans la suite, parce que les gens vont payer plus d'impôts. Les gens on voit bien que l'école, on parlait de l'école tout à l'heure, l'école va subir plein de choses, puisque on fait des restrictions, on va supprimer des postes, etc. Donc, nous, on ne peut pas voter ça. On ne peut pas voter aussi le fait de faire payer à des gens malades la santé, c'est pas normal. Voilà, donc pour nous, on ne fait pas de chiffre d'affaires sur la santé des gens, quoi. C'est pas possible. Mais voilà, il y a plein de choses qui sont pas bonnes dans ce budget, c'est pour ça qu'on l'a rejeté. Justement, en parlant de budget, le budget 2026 a été rejeté et vous aviez voté contre. Oui. Pourquoi? Pour tout ce que je viens de vous dire, parce qu'il y a rien de bon dans ce budget. Au contraire, tout le monde va souffrir, c'est-à-dire que les entreprises vont souffrir, nos services publics sont déjà dégradés, mais ils vont se dégrader encore plus. Quand je dis des services publics, je parle de l'hôpital, je parle de l'école, je parle de la sécurité, etc. Et puis c'est pas, voilà, ça a un impact direct sur les gens et c'est pas notre programme surtout. Nous, on veut améliorer la vie des gens et on sait que ce budget ne va pas du tout améliorer la vie des gens, bien au contraire. D'accord, merci. Alors là, on va parler des jeunes et de votre programme. Du coup, la jeunesse fait une partie intégrante de vos projets. C'est la raison même de votre engagement politique. Exactement. Vous siégez à la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Donc ainsi, quelles seraient les mesures pour les jeunes? Alors pour nous, aujourd'hui, notre jeunesse ne peut pas étudier et travailler en même temps, c'est pas possible. Pour nous, aujourd'hui, un jeune, déjà, s'il naît dans une famille qui a les moyens et quand il naît dans une famille qui n'a pas les moyens, il n'a pas les mêmes chances de réussite. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est qu'un jeune étudiant lycéen ne fasse que ça, étudier, et que ça ne coûte pas à ses parents et que ça ne lui coûte pas à lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas censé aller travailler ou à elle d'aller travailler pour payer ses études. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec Parcoursup, qui est une catastrophe, donc pour nous déjà, c'est mettre fin à Parcoursup parce que en fait, on oblige les jeunes, et en fait, c'est un algorithme. En fait, on voit pas la plus-value de notre jeunesse et c'est par un algorithme. Donc pour nous, c'est pas possible et surtout, c'est fait pour emmener notre jeunesse plutôt vers des métiers bien précis. Donc déjà de les orienter, alors que je sais pas ce que veulent. Et je veux dire, quand on est jeune, on a envie de s'épanouir. On se dit, moi, voilà ce que je veux faire. Je rêve de faire ça. Et en fait, Parcoursup met fin au rêve de notre jeunesse. Donc, du coup, pour nous, c'est pas possible. Donc, on se bat pour supprimer Parcoursup et donner une allocation aux jeunes, une allocation étudiante pour qu'ils puissent étudier en toute tranquillité et pas dépendre, en fait, de leurs parents quelque part et mettre des fois leurs parents en difficulté et remettre un petit peu, comme on parlait tout à l'heure, des écoles, que les écoles reviennent un peu dans le serrage public et pas privé, que ce ne sont pas des écoles privées, mais des écoles publiques pour que justement notre jeunesse s'épanouisse à tous les niveaux. Bon, du coup, vous avez un peu répondu à la prochaine question, mais quelle amélioration proposiez-vous pour faire évoluer le système scolaire français? Déjà, supprimer Parcoursup. Pour moi, c'est important. Maintenant, il y a aussi mon master, etc. Donc, il y a quand même plein de choses. On a vu que ça a commencé par Parcoursup et que, en fait, au fur et à mesure, on essaye d'orienter, de dire, de diminuer la chance de notre jeunesse de faire des études. Pour nous, c'est pas concevable puisque tant qu'on continue à étudier, on s'ouvre au monde et on comprend les choses. Ne pas étudier, il y a plein de jeunes aujourd'hui, nous on le voit, qui restent sur le côté, qui n'ont pas forcément d'affectation et on les montre un peu du doigt alors que on a une chance. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui est créative et intelligente. Si on continue comme ça, notre jeunesse, moi je le vois aussi, part et veut partir à l'étranger. Alors qu'en fait, on a besoin de notre jeunesse ici en France et en fait de la compétence de notre jeunesse ici en France. Il faut la garder, il ne faut pas qu'elle parte. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes qui partent à l'étranger. Ouais.
Les transports en commun représentent un véritable casse-tête, Ah oui. à la fois pour les citoyens qui se rendent au travail ou pour justement les jeunes qui se rendent au lycée ou à la fac. Dans la première circonscription de l'Essonne, est-ce que vous, en tant que député, vous pouvez agir contre ça? Alors, agir directement, on essaie de le faire. Aujourd'hui, les transports, l'autorité compétente sur les transports, c'est Île-de-France Mobilité, c'est la région. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des choses qui sont votées dans les villes, hein, même dans les agglos. Admettons, quand on a voulu privatiser les transports de bus qui impactent ma circonscription, qui impactent les villes. Donc, c'est le réseau qui s'appelait à l'époque TIS, TICE, qui aujourd'hui s'appelle TI2SE. Et en fait, c'est le réseau de la circonscription. Les élus ont dû voter pour le passer au privé. Donc, on voit bien que quand on vote contre, comme je l'ai fait, je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas dans cette situation. On a un gros souci. On est devenu, en tout cas pour la ville capitale, la ville préfecture, mais même les villes qui sont autour, c'est des villes qui sont enclavées. Et on voit bien qu'il y a un enjeu de transport, puisque quand vous êtes étudiant, quand vous devez aller étudier à Paris, avec le RER, c'est la catastrophe. Si vos parents n'ont pas les moyens de vous louer un appartement à Paris, vous allez passer plus de temps à faire des allers-retours plutôt qu'à vous concentrer sur vos études et à travailler après l'école. Donc, pour nous, c'est voilà. Et on voit bien qu'il y a un problème. On devrait aujourd'hui faire un Évry-Paris en 35 minutes max. Et on voit bien que c'est pas du tout ça. Donc, voilà. Même pour vous, pour pouvoir étudier, il faut agir sur les transports. Mais oui, si chacun s'y met, on peut agir sur les transports. Donc, nous allons toucher quasiment à la fin de cet entretien. Quelques dernières questions. Quel message voudriez-vous transmettre aux jeunes? Faut pas oublier que vous êtes les adultes de demain. Vous êtes les citoyens de demain. Donc, votre avenir, il se prépare effectivement aujourd'hui. Mais en fait, il ne faut pas vous mettre des barrières. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire plein de choses. Il faut croire en vos rêves. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit bien qu'on vous empêche de rêver. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de continuer de rêver, continuer de vous dire que vous pouvez le faire et que vous êtes partout chez vous, entre guillemets, et que vous pouvez aller partout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se restreindre à telle et telle chose. Et moi, j'aimerais bien que notre jeunesse s'engage un peu plus en politique pour faire changer les choses. Mais à votre âge, je sais qu'on dit « Oh là là, moi, la politique, ça ne m'intéresse pas ». Mais quand on dit ça, sauf qu'il faut comprendre que la politique s'intéresse à vous à tous les moments. À tous les moments de la vie, de votre naissance à votre mort. Et encore d'autant plus, ça s'intéresse plus à vous quand vous êtes, je veux dire, dans des tranches où vous ne pouvez pas trop décider, ou bien quand vous pouvez décider, mais que vous ne le faites pas parce que vous dites « Oh, plus tard, ça m'intéresse pas ». Mais ça vous impacte à tous les niveaux. On le voit bien aujourd'hui avec tous les textes qui sont mis en place pour vous orienter d'une telle ou telle manière. Continuez à rêver, à croire en vos rêves surtout. Merci. Voilà, moi je sais que moi j'ai vraiment foi en notre jeunesse. Moi je la vois et je sais qu'on a des pépites. Il faut juste les aider un petit peu et leur donner les moyens de faire. Merci. Si vous deviez donner un conseil à un jeune élève qui veut devenir député ou élu local, que serait-il? Faites des stages auprès justement de vos élus, allez les rencontrer, allez les voir et surtout renseignez-vous, lisez les programmes des uns et des autres. Faites-vous votre propre opinion, c'est ça qui est important. Il faut tenir à vos valeurs. Si vous avez des valeurs, il faut se dire qu'on peut défendre nos valeurs. Défendre vos valeurs, c'est tout ce que je vous demande. Pour pouvoir arriver, quand on défend ses valeurs, sur le long terme, ça paye. D'accord. Donc, nous vous remercions, Madame la députée, pour ce temps que vous nous avez accordé pour cette interview. Merci. Merci beaucoup de vous être déplacé et puis changez rien, continuez. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci. Nous nous retrouvons très vite pour un prochain épisode de Mieux comprendre la vie publique française. À bientôt.